visite doctorant, c'est des échanges. C'est toujours très agréable de découvrir l'éventail qui est très large, les travaux qui sont menés. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José Samaniego, et pour tous ceux qui me connaissent, je m'appelle aussi José Samaniego. Je suis en 4e année de doctorat avec la charmante dame qui est parmi nous, donc Nathalie Blanc et Stéphanie Metz qui n'est pas là malheureusement. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de confiance, mais pas n'importe comment. Alors, en effet, je vais vous parler de confiance, mais dans une situation un peu particulière qui est la confiance en ligne. Alors je rebondis un peu sur ce que disait Sybille tout à l'heure. Effectivement, on a de nos jours une présence assez importante de technologie de la communication. Et donc on s'intéresse dans ce travail de thèse justement à étudier la confiance et comment est-ce qu'on pourrait jouer sur cette confiance à travers des déterminants et donc voir à travers les techniques de psychologie cognitive comment est-ce que cette confiance en ligne peut permettre un établissement d'une relation de confiance. Alors, la confiance, c'est une notion qui est relativement large, que vous connaissez tous et que vous avez déjà tous utilisé dans votre quotidien. Sachez qu'il existe plus de 70 définitions de la confiance dans différentes disciplines. Donc, je ne vous raconte pas la difficulté que c'est de pouvoir trouver une définition qui convient à tout le monde. Nous avons conservé celle qui est le plus utilisée en psychologie, qui est celle d'une attente d'une entité. Donc une entité, ça peut être une personne physique comme vous et moi, ça peut être une interface comme l'ordinateur que j'ai à côté de moi, ou ça peut être une organisation telle qu'un groupe de personnes, ou une marque ou une entreprise par exemple, envers une autre à travers laquelle une responsabilité va être attribuée sans avoir la possibilité de contrôler les actions de cette entité. Donc il y a une forme d'échange en fait qui va se produire entre ces deux entités, et il y aura ce qu'on appelle une forme de responsabilité, donc quelque chose que je vais mettre en risque par rapport à cette autre entité, qui ne sera pas vitale bien sûr, ce serait un petit peu incongru de se mettre à risque vital, mais qui va quand même nous toucher personnellement. Donc la question de est-ce que la confiance peut être transposée dans le domaine du virtuel, oui, effectivement, il existe cette notion de e-confiance ou confiance en ligne qui correspond à la transposition dans un contexte digital médié donc par une interface numérique. Donc sachez que la confiance est un processus qui est relativement simple et complexe à la fois. Il est relativement simple parce qu'on l'apprend depuis que nous sommes tout petits, et on l'apprend en particulier à partir des interactions avec notre environnement. Et il va constituer un cycle régénératif par sommation d'expériences. Alors j'espère ne pas vous assommer avec cette notion de cycle régénératif. Je vais vous montrer un petit schéma que j'ai fait pour vous simplifier la tâche de traiter ces informations-là. Mais tout simplement, sachez que la confiance n'est pas linéaire, ce n'est pas quelque chose d'illimité. Et il y a quand même cette forme de prise de risque où l'on laisse une partie de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Et elle est tout à fait situationnelle, donc la fonctionnalité de la confiance et la façon dont je vais établir cette relation va dépendre de l'environnement, elle ne sera pas illimitée. Si jamais il y a des événements qui mettent à l'épreuve cette confiance, elle peut effectivement se casser. Donc pour le petit schéma pour vous expliquer, vous avez sur votre gauche l'individu qui a donc ses caractéristiques individuelles. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais entre autres vous avez la personnalité, vous avez la fameuse prédisposition à établir des liens de confiance, et cette facilité qui va me permettre d'établir des liens de confiance. Et sur la droite, donc, je vais avoir l'entité à laquelle je vais faire confiance. Donc avant que toute forme de confiance s'établisse, il y a ce qu'on appelle cette première impression, cette facilité avec laquelle je vais pouvoir me dire « Ah, effectivement, je peux avoir l'intention de créer de la confiance avec cette entité-là ». Donc cette première impression, elle va être modulée par 3 facteurs en particulier, donc CP, H et F. Donc CP, c'est la compétence perçue de cette entité. Donc est-ce que cette entité est en mesure de répondre aux besoins de la responsabilité à laquelle je vais l'attribuer? L'honnêteté, donc est-ce que cette entité veut majoritairement mon bien ou est-ce qu'elle veut profiter de la situation? Et la fiabilité, est-ce que dans le temps, je vais retrouver les mêmes caractéristiques et le même type de réponse de cette entité-là? Donc,
pour commencer ce cycle de confiance, il y aura ce qu'on appelle un comportement de confiance que nous allons dissocier de la confiance en elle-même. Un comportement peut en effet signaler de la confiance sans pour autant être directement lié à la confiance effective. Donc ce comportement de confiance peut être répondu par cette entité avec un comportement de fiabilité. Donc avec ce type de comportement-là, je vais avoir ce cycle qui va se refermer et là, par la suite, je vais pouvoir établir cette relation de confiance. Dans la mesure que le temps avance, je peux avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est avoir une modification dans ces trois facteurs qui vont modifier la relation de confiance et un couplage avec les émotions négatives qui vont détériorer progressivement cette relation de confiance et conduire inévitablement à une cassure de cette relation. Autrement, on peut également avoir l'autre versant de cette relation avec une confirmation de ces trois facteurs dans le temps et des émotions positives qui vont accompagner les différents rapports que je vais entretenir avec cette entité et je vais donc avoir un renforcement progressif avec éventuellement une consolidation de cette relation de confiance. Alors confiance, oui, mais laquelle? Vous avez vu qu'il peut y avoir différents niveaux dans lesquels on peut situer la confiance. En effet, il y en a plusieurs. Le niveau personnel, le niveau interpersonnel et interactionnel et le niveau institutionnel. Donc le niveau personnel, c'est ce qui va avoir attrait à la personne. Donc là où on peut englober la notion de confiance en soi, la personnalité et la disposition à la confiance. Il y a également le niveau interpersonnel qui est le niveau classique en fait, celui qui va s'établir entre vous et moi par exemple. Et le niveau interactionnel qui va donc s'intéresser à ma relation avec les dispositifs, donc en particulier des dispositifs numériques. Et également le niveau institutionnel qui va concerner ce qu'il y a derrière l'écran. Donc ça peut être une marque, ça peut être une entreprise, ça peut être un groupement de personnes, mais qui va être médié à travers cette interface numérique. Donc en particulier, les résultats que je vais vous présenter concernent en particulier ces deux niveaux, donc personnel, interpersonnel et interactionnel. Donc plusieurs questions de recherche ont été soulevées par ce projet de thèse. Donc dans une interface numérique, quels sont les déterminants qui permettent d'établir et d'influencer la confiance? Qu'en est-il de l'état émotionnel et de son influence sur celle-ci? Donc on met beaucoup l'emphase sur l'importance de l'état émotionnel sur l'influence de la confiance. La confiance évoquée par la caractéristique de l'interface, donc entre guillemets l'environnement, est-elle prépondérante sur les caractéristiques personnelles de l'utilisateur? Est-ce qu'effectivement l'environnement va avoir une influence plus importante que mes caractéristiques personnelles? Et est-ce que la confiance est stable ou dynamique dans le temps? Est-ce qu'on peut parler de processus adaptatif ou de processus relativement stable et linéaire? Et est-ce que cette caractéristique est valable au cours du temps si on la mesure, par exemple, un mois plus tard? Est-ce qu'on peut la considérer donc comme un trait ou un état? Et donc pour finir, peut-on mesurer la confiance à travers des mesures biométriques telles que les expressions faciales ou les mouvements oculaires? Donc je rebondis sur cette dernière question de recherche donc pour vous présenter le protocole de recherche principal de ce travail de thèse. Donc nous sommes restés assez classiques dans la mesure de la confiance avec les mesures auto-rapportées, donc c'est des échelles de mesures qui sont utilisées très classiquement dans les expérimentations qui mettent en lieu la confiance, avec une situation qui permet justement d'observer les comportements de confiance. Donc, à peu près tout le monde connaît ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Donc, dans la littérature, on parle aussi de jeu de la confiance. Et il s'agit tout simplement d'utiliser une tâche informatisée du jeu de la confiance pour voir les comportements de est-ce que je vais donner plus ou moins d'argent à la personne qui m'en a donné dans un premier lieu. Donc l'originalité de cette démarche-là que nous avons rajoutée dans ce travail de thèse, c'est que nous avons également couplé des mesures qu'on pourrait qualifier de biométriques, donc avec l'utilisation de l'oculomètre, donc l'eye tracker, avec également la mesure des expressions faciales, donc tout ce qui va avoir une connexion à travers les expressions faciales avec les émotions primaires. Nous avons centralisé tout ce protocole-là à travers le logiciel de synchronisation qui s'appelle iMotions et qui permet donc d'avoir une synchronisation temporelle entre la passation et les différentes mesures biométriques que nous avons prises. En synthèse des résultats en particulier que nous avons trouvés,
il en sort qu'il y a quelque chose de très important qui est soulevé dans la littérature, qui est le design émotionnel, à savoir que tous les paramètres qui sont inclus dans une interface qui pourraient éventuellement être des vecteurs d'émotion pourraient jouer un rôle de levier dans l'établissement de la confiance et les comportements associés. Donc là, vous voyez, j'ai englobé les deux, donc la confiance et les comportements associés. L'environnement va avoir une prépondérance sur les caractéristiques individuelles du participant, c'est-à-dire que peu importe si j'ai une prédisposition naturelle à faire de la confiance, si l'environnement n'est pas favorable à cet établissement de la confiance, je vais plus privilégier l'influence de l'environnement et les caractéristiques individuelles vont venir juste moduler cette relation de confiance. La confiance est stable dans le temps et ne peut être influencée significativement par une seule situation. Elle est plutôt proche d'un trait plutôt que d'un état. Donc j'émets quelques réserves par rapport à ce résultat parce que nous avons mesuré la confiance uniquement dans le cadre de cette expérimentation et avec un mois de délai entre la première mesure et la dernière, on pourrait éventuellement discuter ça en regardant sur une échelle temporelle un peu plus longue. Donc l'attention et en particulier les zones d'intérêt et les comportements de confiance sont plutôt liés à l'environnement. En effet, ce sur quoi je vais centrer mon attention ne sera pas pareil en fonction de l'environnement en question. Si l'environnement va provoquer plus de méfiance, je vais plus me concentrer sur certaines zones particulières plutôt que d'autres. Et donc, pour finir, l'expression faciale liée à la joie peut être indirectement liée à la confiance. Donc on ne peut pas établir un lien de cause à effet, mais il y a une corrélation relativement forte entre les deux. En termes d'application de ces résultats, nous voyons en particulier un intérêt pour tout ce qui est lié à l'ergonomie cognitive, donc l'optimisation de sites web et les interfaces numériques prenant en considération la confiance, ainsi qu'une meilleure compréhension de l'utilisateur et sa confiance. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de cette interaction humain-machine et d'essayer de se mettre un peu à la place de l'utilisateur et d'essayer de voir comment est-ce que cet utilisateur va évoluer donc à travers cette interface et comment est-ce qu'il va comprendre l'environnement. On pourrait également essayer d'adapter les ressources pédagogiques aux apprenants avec notamment la question de la confiance d'un apprenant à l'enseignant qui est médié par une interface ou par exemple la capacité à apprendre à travers les interfaces numériques. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus et André Tricot sera bien en mesure de vous parler de ça bien plus que moi. Et donc on pourrait également, pour finir, avoir des préconisations pour protéger les publics à risque. Donc pour boucler la boucle, on sait qu'on est de plus en plus exposé aux technologies de l'information et de la communication. Ça ne vient pas sans ces risques. Cette facilité d'accès à l'information et cette interconnexion massive peut conduire à un certain nombre d'abus de certaines personnes malveillantes, en particulier dans les tranches qui sont au-dessus de 65 ans et celles qui sont en dessous de 15 ans, qui ignorent en fait l'existence de personnes malveillantes. Voilà, j'ai fini.